sont des personnes qui sont pour un tiers issus des classes moyennes supérieures, ce qui est terrible. Je veux dire, des gens qui, en principe, avec leurs revenus, pourraient très bien s'en tirer, et puis ont mis le pied dans des engagements et une mauvaise maîtrise du budget aussi. Mais on a un tiers de gens qui sont vraiment au bout du rouleau, pour lesquels l'effacement est nécessaire. Et puis on a un tiers qui sont entre les deux, qui, s'ils avaient été détectés beaucoup plus tôt, on aurait pu faire quelque chose, renégocier les prêts. C'est-à-dire qu'on a des ressources relativement stables, et puis il y a une séparation, il y a un décès, une perte d'emploi, qui font que les ressources baissent, on n'arrive plus à faire face à ses dettes, à ses créances, et là on se retrouve aussi dans une situation de surendettement. En fait, j'ai travaillé 10 ans en Allemagne, et à force de faire des mouvements répétitifs, j'ai eu des soucis de santé. De là, j'ai été opéré une première fois en Allemagne, où ils ont loupé l'opération. Ensuite, je suis opéré 3 fois en France. Et après la deuxième opération, c'est là que les soucis financiers ont commencé. Suite à un divorce qui était très coûteux, et puis une ex-épouse avait laissé pas mal de dettes qui sont malheureusement restées à ma charge, et donc par là le banquier ne voulait pas poursuivre mon ex-épouse. Après cela, j'avais fait un prêt pour moi déjà pour me retourner, pour me réinstaller et puis continuer ma vie. Et donc c'est là quelque part où la spirale a commencé, en faisant des prêts, notamment auprès d'organismes de crédit. Certaines personnes ont de l'épargne, ont de l'actif, donc des biens immobiliers par exemple, et ont les ressources suffisantes financières pour, pallier à la baisse des ressources mensuelles. Et d'autres qui ne sont pas assurés, qui ne vivent que des revenus de leur activité ou du travail. Et pour ces personnes-là, effectivement, ne plus travailler, ça veut dire ne plus avoir les revenus nécessaires pour vivre au quotidien. Donc, je travaillais en Allemagne de nuit, je gagnais quasiment 3 000 € par mois, je me suis retrouvé avec 800 €. Et ensuite, les banques derrière qui payaient plus les crédits, qui payaient plus les loyers, qui payaient plus l'électricité. Et c'est un engrenage. La majorité des dossiers qu'on suit n'ont pas d'épargne effectivement. Du coup, ne peuvent pas anticiper, faire face à un accident de la vie. Il y a un phénomène qui est massif, c'est la précarisation économique que nous constatons dans tous les dossiers qu'on traite. C'est qu'il y a une baisse considérable de revenus, où il y a une baisse, où il y a un revenu faible, structurellement faible, qui amène les gens à s'endetter pour continuer à assumer des charges type loyer, charges énergétiques, fiscalité même. Après, il y a les jeunes ménages aussi qui contractent un certain nombre de crédits à la consommation pour s'installer. Et là, c'est compliqué dans la mesure où les organismes de crédit, malgré la loi Lagarde, ne font pas forcément de vérification sur les prêts affectés. La production de crédits renouvelables a baissé. C'était un des buts de la loi Lagarde, faire baisser les crédits renouvelables, nos dossiers qui sont plus chers et plus coûteux pour les débiteurs. Donc là, sur la période qui avait été étudiée de janvier à mai de cette année, la production cumulée de crédits renouvelables a baissé de plus de 9%. J'ai eu du travail, puis j'ai eu des périodes où je n'en ai plus eu. Alors on emprunte, les banques donnent assez facilement, et même quand on est au chômage, vérifie très peu. Et voilà, alors on augmente les sommes parce qu'on en a besoin. Alors, on a envie peut-être de partir en vacances, on a des périodes où on a besoin de quelque chose. Et on augmente sa demande de crédit sans aucun problème. Il y a des consommateurs qui ont trop de crédits, évidemment, mais des crédits qui ont été concédés par les banques, ou en tout cas qui ont été proposés par les banques au dépit du bon sens. C'est-à-dire que ces banques n'ont pas fait l'investigation nécessaire pour connaître exactement quelles étaient les ressources et les charges et les comparer de façon à voir ce qui restait à vivre pour la famille. Ça a été simplement de l'abattage, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que les banques ont fait du chiffre ou des organismes bancaires ou des organismes de crédit ont souscrit en masse des crédits très chers auprès des familles sans se soucier de la capacité de remboursement de ces dites familles.
Il y a de plus en plus de lignes de crédit dans les dossiers. Au début, il y en avait 5-6. Maintenant, ce n'est pas rare d'avoir des dossiers avec 10, 12 crédits. Donc, lorsqu'on demande aux personnes pourquoi est-ce qu'elles ont souscrit ces crédits, l'une des premières raisons avancées, c'est de dire que c'est facile. C'est facile d'avoir une réserve d'argent de 5 000, 6 000, 10 000 euros. Il suffit d'aller sur Internet et on a l'argent relativement rapidement sur son compte. Donc nous allons voir comment il est relativement facile de souscrire un crédit renouvelable, donc ces fameux crédits qui ont un taux d'intérêt très important. Donc il suffit d'aller sur le site de l'un de ces organismes. Et de remplir différents champs qui sont demandés par l'organisme de crédit. Donc différentes informations sont demandées concernant l'âge, l'identité, l'adresse et également les revenus du foyer. Donc vous entrez les revenus que vous avez, donc après à vous d'être honnête ou pas, de rentrer les différentes charges et surtout, il vous demande également quel est votre établissement bancaire et à un moment donné aussi il vous demande si vous avez d'autres crédits déjà souscrits. Donc après également libre à vous d'indiquer si vous en avez ou pas. Voilà, donc il m'a fallu 3 minutes pour obtenir finalement un avis favorable. Donc j'ai demandé 3 000 euros de crédit renouvelable. Et pour l'instant, donc ma demande est comme signalé ici, préacceptée. Alors maintenant, je n'ai qu'à imprimer le contrat, le remplir et envoyer les pièces justificatives qui sont demandées. Essentiellement, ce sont les pièces relatives à mon salaire, à mon loyer, mais il n'y a aucune pièce concernant les autres crédits que j'ai éventuellement souscrits auparavant. En fait, un certain nombre de personnes ne comprennent pas véritablement comment fonctionne un crédit renouvelable. Parce que de toute façon, on ne leur explique pas forcément. Je veux dire, c'est assez sobre au niveau du contrat qu'ils signent. Et donc quand vous prenez donc des réserves d'argent, forcément la mensualité elle augmente. Et parfois même le taux peut augmenter, puisque comme vous avez pris dans la réserve d'argent, le taux augmente en fonction du montant que vous avez emprunté en totalité. Et du coup, si vous le faites sur un, vous le faites sur deux, vous le faites sur les 4 que vous avez. Et du coup, là, vous êtes complètement submergé par les crédits que vous avez à rembourser. Et ça ne peut plus fonctionner. Alors on trouve également, effectivement, dans les dettes qui peuvent être accumulées par un ménage, des dettes bancaires. Voilà. Ces dettes bancaires, on peut se poser la question, est-ce qu'elles auraient dû être souscrites? Est-ce qu'elles n'auraient pas dû être souscrites? La réponse, elle n'est pas systématique. Si quelqu'un fait un prêt personnel pour acheter un véhicule dont il a absolument besoin pour se rendre au travail, on peut considérer que c'est aussi utile que d'avoir un appartement. Voilà. Donc aussi utile qu'une dette de loyer. Si effectivement l'achat qui a été fait au crédit, à crédit ou au comptant, c'était un achat plaisir, un achat coup de cœur, voilà, il aurait peut-être effectivement pas dû être fait, il aurait peut-être dû avoir des arbitrages qui auraient peut-être évité d'arriver à cette situation-là. On appelle ou on passe selon l'agence et on vous demande une fiche de paye, on ne vérifie pas grand-chose et puis on vous donne la somme que vous demandez, voire même parfois plus, parce que on estime que vous pouvez la rembourser. Que les particuliers puissent souscrire aisément 10 ou 15 crédits, je ne le pense pas, puisqu'aujourd'hui, effectivement, quand on fait une demande de crédit, la banque mène une analyse financière à partir des éléments qui lui seront fournis et qui vont lui permettre de déterminer si la personne a une capacité à rembourser ses crédits ou pas. Et puis on a les débiteurs qui à la fois ont des dettes de charge mais qui ont aussi des dettes liées à des crédits qui leur ont été, qu'ils ont souscrits en nombre trop important avec des mensualités qui deviennent insoutenables. Oui, il y a des gens qui ont des crédits. J'ai eu un cas avec 29 prêts, alors ça c'était complètement aberrant, j'ai dû les compter 2 fois, mais cette personne-là avait déjà fait en amont son dossier de surendettement. Et elle était venue pour faire un prêt pour une réparation de voiture, pour réparer sa voiture, pour faire un microcrédit. Et elle m'avait amené son dossier parce que je lui avais demandé de tout me ramener et elle avait 29 crédits. Dans quasiment tous les dossiers que nous traitons, nous, dans des consommateurs, traitement de dossiers de consommateurs, dans quasiment tous les dossiers, il y a des crédits renouvelables, plus ou moins nombreux. Et ces crédits renouvelables, effectivement,
ils sont très bien rémunérés pour les banques, puisqu'ils sont souvent, ou ils étaient souvent à 19%. Et la loi Lagarde, eux, ne les traite pas, ces dossiers. Ne les traite pas a posteriori, puisque ces contrats ont été signés pour bon nombre avant. Au début, c'était 17 à 18%. Après, j'avais pu renégocier un petit peu, on était arrivé à 14%, mais bon, c'était toujours très, très élevé. Donc, par exemple, dans ce dossier de surendettement, vous avez un crédit immobilier, mais également 1, 2, 3, 4, 5, 6 crédits renouvelables. Ce que je vois de plus en plus, c'est que des personnes ont fait des crédits renouvelables non pas pour l'achat de choses précises, hein, affectées à un achat bien particulier comme du mobilier ou bien de l'électroménager ou peut-être une voiture, mais maintenant pour soit payer des charges courantes, chose qu'on ne voyait pas, soit pour payer même de l'alimentaire. Qu'il y a eu par le passé un certain nombre de facilités à accéder au crédit, notamment sur le lieu de vente. Et là, je parle de ce qu'on appelait le crédit revolving, qu'on appelle aujourd'hui crédit renouvelable. C'est certainement effectivement vrai. Et là, les pouvoirs publics ont corrigé, puisque depuis 2010, la loi Lagarde, qui encadre un peu plus sérieusement le crédit à la consommation, notamment sur ces sujets de crédit revolving, l'accès au crédit revolving est beaucoup plus difficile, beaucoup plus réglementé et nécessite effectivement de fournir des éléments qui vont permettre à la personne qui monte le dossier de crédit d'avoir une appréciation financière beaucoup plus fine, beaucoup plus juste, et donc d'empêcher effectivement ces possibilités de crédit multiples. Une banque, quand vous voulez avoir un crédit, vous allez donner votre endettement total que vous voulez bien donner, et au niveau de leur scoring, ce qui va entrer au niveau des charges, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vont déduire de vos ressources le loyer. Donc finalement, la différence entre le budget est énorme, entre ce que nous calculons. Si on déduit tout simplement le montant des crédits, les charges fixes, si on déduit ça des ressources, on n'arrive pas du tout au même reste à vivre qu'un établissement bancaire. Donc si je vous suis bien, aujourd'hui, un particulier qui va dans une banque, qui a 4 ou 5 ou 6 crédits déjà à son actif, si je puis dire, oui, et qui en réclame un 7e, le banquier n'a aucun moyen de vérifier que cette personne a déjà 6 crédits en encours. Si la personne ne le dit pas, non. Je ne demande pas à ce qu'on fasse 36 lois, mais qu'il y ait au moins une loi qui dise à un banquier qu'il ne peut pas dire il ne savait pas. C'est tout. Et donc, c'est mettre un petit peu d'éthique. Et croyez-moi, alors ça c'est surprenant, quand vous voyez les agents des banques, les cadres qui bossent, eux-mêmes sont mal à l'aise avec cette situation. C'est au niveau de la hiérarchie que ça bloque. Il y a 2 banques qui bloquent, hein, Crédit Agricole, BNP, je peux les citer. La Caisse d'épargne suit. Donc 3 banques qui bloquent parce qu'elles n'ont pas encore assez, je veux dire, de pertes sans doute. Hein. Il faut encore plus de casse, mais c'est dommage. Hein. On est dans une période où chaque euro compte et doit être épargné.